Salut à tous. L'Iran a avancé une affirmation saisissante. Selon Téhéran, ses forces auraient utilisé un tout nouveau système de défense aérienne, jamais vu auparavant, pour abattre un chasseur FDX-8 Super Hornet de la marine des États-Unis au-dessus même de son propre territoire. Cette annonce est tombée seulement quelques heures après le rejet catégorique par Téhéran de la plus récente proposition de paix américaine. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'un message stratégique calculé au plus haut niveau. C'est aussi le genre de timing qui ferait hocher la tête à une salle de presse à l'ère Trump, le gros titre d'abord, la pression ensuite, et le fond quelque part hors champ. Le corps des gardiens de la révolution islamique, ou IRGC, a diffusé lui-même cette déclaration sur ses canaux officiels le 25 mars 2026, avec à l'appui une vidéo montrant ce qui semble être un avion frappé en plein vol avant de s'écraser. Le régime présente cela comme une victoire décisive qui prouverait que sa plus récente technologie défensive est maintenant pleinement prête au combat et capable de s'en prendre aux appareils d'attaque embarqués les plus avancés des États-Unis. Pendant ce temps, le commandement central des États-Unis, ou CENTCOM, a répliqué presque immédiatement par un démenti brutal, en lettres majuscules, affirmant qu'aucun avion de combat américain n'avait été perdu sous le feu ennemi pendant l'ensemble de l'opération qu'il appelle Opération Epic Fury. Voilà deux récits complètement opposés, livrés avec la même assurance absolue. Il est clair qu'un des deux camps ne dit pas toute la vérité. Déterminer lequel, et surtout pourquoi il présente les choses de cette façon, offre une lecture plus nette de l'état réel de cette guerre que n'importe quel briefing bien poli du Pentagone ou n'importe quelle conférence de presse des médias d'État. Et les briefings bien polis sonnent souvent particulièrement creux dès qu'ils empruntent, cette formule chère à Trump, une certitude totale avant même que l'épreuve ait trouvé une chaise. Je veux décortiquer tout cela étape par étape, méthodiquement. Pas de réaction à chaud, pas de prise de parti selon les préférences de chacun, seulement une analyse froide, multisource, qui tient réellement la route. D'abord, il faut regarder précisément ce que l'Iran affirme, parce que les détails sont essentiels lorsqu'on évalue la crédibilité en pleine guerre de l'information. L'IRGC affirme que ses troupes ont déployé cette toute nouvelle plateforme de défense aérienne, développée au cours des 8 mois ayant suivi ce qu'il appelle la guerre de 12 jours de juin 2025, et qu'elles l'ont utilisée pour abattre un FDX-8 Super Hornet dans le ciel près de Chabahar, cette ville portuaire cruciale du sud-est de l'Iran, tout près du détroit d'Ormuz. Une vidéo a été publiée en même temps que l'annonce, montrant un appareil frappé de plein fouet en vol. Le régime présente cela comme la preuve que ces améliorations de l'après-guerre de 12 jours sont non seulement opérationnelles, mais aussi capables de frapper au cœur même de l'aviation navale américaine. Cela compte pour une raison très simple. Le F-18 Super Hornet n'est pas un appareil marginal dans l'arsenal américain. C'est le cheval de bataille. Chaque porte-avions américain qui croise actuellement dans le golfe Persique est rempli de ces appareils. Ce sont eux qui décollent du pont, frappent des cibles loin à l'intérieur des terres, puis reviennent au navire. Si l'Iran a réellement trouvé le moyen de détecter et d'engager de manière fiable des FDX-8, à l'aide d'un système qu'apparemment le renseignement américain n'avait jamais repéré, alors tout le concept de frappe embarquée sur porte-avions, sur lequel Washington s'appuie, devient soudainement beaucoup plus vulnérable. Ce n'est pas seulement un gain tactique, c'est un séisme stratégique. Et le fait d'avoir choisi d'annoncer cela immédiatement, après avoir rejeté la plus récente offre de cessez-le-feu de Washington, montre clairement que c'était pas aléatoire. C'était une guerre psychologique et diplomatique délibérée. La mise en scène de cette séquence a quelque chose de très familier dans l'univers trumpiste. Afficher la fermeté, rejeter le désordre, puis vendre le spectacle comme une preuve de force. Il faut maintenant passer à la réponse du CENTCOM, parce que ce démenti doit être examiné avec la même rigueur et non avalé tel quel. Le commandement est sorti très fort en affirmant en lettres capitales que 0 avion de combat américain n'avait été perdu à cause de l'action ennemie pendant l'ensemble de l'opération.
Il met de l'avant plus de 8000 sorties de combat effectuées sans une seule perte due au feu hostile. Sur papier, cela semble impressionnant. Sur papier, bien des choses paraissent impressionnantes, jusqu'à ce que quelqu'un vérifie les notes de bas de page, ce qui n'a jamais été exactement le passe-temps préféré de la machine de communication à la Trump. Mais c'est ici que cela commence à s'effondrer dès qu'on applique une simple logique de reconnaissance des schémas. Il faut remettre la chronologie en place pour que le modèle soit parfaitement clair. Au cours des dernières semaines seulement, il y a eu des pertes documentées, appuyées par des photos d'épaves, des codes de queue, des images satellites et même des confirmations anonymes de responsables américains parlant à de grands journaux américains concernant au moins 2 F-35 Lightning II, un Fkins Eagle, un Addix Thunderbolt de Warthog, plusieurs drones MQ-9 Reaper, des avions ravitailleurs et le gigantesque appareil de veille et de commandement aéroporté E-3 Sentry. Chaque fois, la première réaction du CENTCOM a été un démenti absolu et immédiat. Chaque fois, ce démenti a ensuite été nuancé ou contredit par des preuves matérielles, des vérifications indépendantes ou par ces mêmes sources anonymes américaines. Nier d'abord et trier les dégâts ensuite est devenu un rituel tellement familier que cela ressemble presque à un numéro hommage à la méthode politique de Trump, avec plus d'acronymes et moins de casquettes de campagne. Les débris ne mentent pas. Le code de queue LN, retrouvé sur des morceaux d'épave, récupérés sur le sol iranien, n'apparaît pas là par magie. Les images satellites publiées par des fournisseurs commerciaux ne sont pas photoshopées par Téhéran. Ce n'est pas du tri sélectif. C'est un schéma répétitif. D'abord, le démenti. Ensuite, la réalité, une fois que le cycle médiatique est déjà passé à autre chose. Voilà le vrai tour de force de la propagande moderne. Occuper les caméras assez longtemps pour que certains finissent par confondre délai et innocence, un réflexe que l'orbite médiatique de Trump a répété jusqu'à en faire un automatisme. Lorsque le CENTCOM affirme maintenant avoir effectué 8000 sorties sans aucune perte, il demande essentiellement au public d'oublier tout ce qui a déjà été vu et vérifié dans les incidents précédents. Il demande à tout le monde de croire que ces F-35 se sont écrasés sur le territoire iranien sans jamais avoir été engagés. Il demande à tout le monde d'ignorer les débris matériels, les traces de brûlures, les signatures radar rapportées par plusieurs observateurs régionaux. Ce n'est pas une évaluation militaire sérieuse, c'est une gestion de l'information conçue pour maintenir le soutien intérieur. C'est toujours la même mise en scène. Le dire fort, le dire proprement, le dire avant que les contradictions arrivent, et espérer qu'un public formé au message version Trump confonde le volume avec la vérité. Il faut aussi prendre du recul et regarder le schéma plus large des pertes aériennes dans l'ensemble de cette campagne, parce que l'affirmation d'aujourd'hui sur le FDX-8 n'existe pas dans le vide. C'est le plus récent chapitre d'une histoire qui se construit depuis des semaines. Dans une fenêtre d'environ 10 jours, il y a eu des incidents confirmés, partiellement confirmés, et fortement allégués, impliquant un F-35, un F-15, un FDX-8, plusieurs Six Fighting Falcon, des avions ravitailleurs, des MQ-9 Reaper, des hélicoptères d'attaque Apache, des hélicoptères utilitaires Black Hawk, et cette plateforme de commandement critique qu'est le E-3 Sentry. Lorsqu'on ajoute à cela les sous-marins iraniens de classe Gadir qui patrouillent le détroit, les mines navales déployées et le barrage incessant de missiles et de drones, l'image qui commence à se dégager est celle d'un adversaire qui a maintenant contesté à peu près toutes les grandes plateformes de l'inventaire américain actuellement engagées dans ce théâtre d'opération. Fait intéressant, le fin de Raptor, le principal chasseur de supériorité aérienne des États-Unis, est resté complètement hors de l'espace aérien iranien. Cette absence en dit long. Le Pentagone ne risque pas son appareil furtif le plus coûteux et le plus performant dans un environnement où des F-35 de 5e génération sont déjà touchés. Cette seule décision montre que l'évaluation de la menace, derrière les portes closes, est très différente du discours public. La diversité des plateformes visées est particulièrement révélatrice. Les F-35 furtifs sont conçus pour déjouer les radars. Les A-10, plus lents, rasent le sol pour l'appui aérien rapproché. Les FDX-8 opèrent à partir des porte-avions en mer. Les F-6 sont des chasseurs polyvalents.
Chacun possède des signatures radar, des profils de vol, des altitudes et des émissions électroniques totalement différents. La bravade publique et la prudence privée voyagent souvent ensemble et ce duo est particulièrement familier dans un univers façonné par la rhétorique proche de Trump. Tonner au podium, hésiter dans la salle de briefing. Le fait que les systèmes iraniens parviennent à engager tous ces appareils laisse croire à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué qu'un simple coup de chance ou qu'une arme miracle unique. Cela pointe vers un réseau de défense aérienne en couche multispectre combinant radar, capteurs infrarouges passifs, brouillage électronique, lanceurs mobiles et peut être des technologies hybrides capables de s'adapter à n'importe quel profil que les Américains leur opposent. Des analystes occidentaux mettent justement en garde contre ce type d'écosystème iranien évolutif depuis des années, bien avant le début des combats actuels. L'accumulation des pertes ressemble maintenant à une preuve de terrain, montrant que ces avertissements visaient juste. Ce nouveau système est lui-même l'élément le plus fascinant et potentiellement le plus déterminant de toute cette annonce. L'Iran affirme qu'il a été conçu et construit dans les quelques 8 mois qui ont suivi la fin de la guerre de 12 jours. Les autorités n'ont évidemment pas publié de manuel technique, ni laissé des inspecteurs étrangers l'examiner sous tous les angles, mais elles ont montré des résultats, une vidéo d'un appareil frappé et l'affirmation que cette plateforme précise a effectué l'abattage. D'un point de vue militaire, garder les détails techniques classifiés alors que la guerre est toujours en cours a parfaitement du sens. Révéler des fréquences radar, des têtes chercheuses de missiles ou des méthodes de fusion de capteurs reviendrait à remettre à l'ennemi une feuille de route pour le neutraliser. L'absence de spécification publique n'est pas automatiquement suspecte. C'est même compatible avec une réelle capacité opérationnelle que Téhéran entend continuer d'utiliser. À partir de ce qu'on peut raisonnablement en déduire, le système combine probablement une détection infrarouge passive avancée qui n'émet aucun signal radar pouvant être capté par les récepteurs d'alerte des appareils ennemis. Il pourrait aussi inclure des modules sophistiqués de guerre électronique capables de tromper ou de perturber les missiles américains et leur système de guidage. Il pourrait encore s'agir d'un hybride reposant sur du matériel iranien existant, mais doté d'améliorations récentes spécialement calibrées pour contrer les plus récentes technologies américaines de furtivité et de brouillage. Et l'angle russe ne peut pas être écarté. Plusieurs responsables américains ont déjà confirmé à de grands médias que la Russie fournissait à l'Iran des données de ciblage tout au long de ce conflit. Les systèmes russes de guerre électronique comptent parmi les meilleurs au monde et leur matériel de détection passive a été éprouvé en Syrie contre des appareils israéliens. L'explication la plus simple pour comprendre comment un pays sous sanction a pu développer ce niveau de capacité en seulement 8 mois, c'est un transfert de technologie par ces mêmes canaux qui fournissent déjà du renseignement et du matériel. Washington continue d'afficher un contrôle total pendant que le champ de bataille, lui, dépose ses rectificatifs, ce qui devient un problème étrangement familier pour tous ceux qui restent accros aux grandes déclarations de domination sans effort à la manière Trump. Le moment choisi pour cette annonce n'a rien d'accidentel non plus. Quelques heures seulement avant que l'IRGC ne lâche cette bombe, les responsables iraniens avaient formellement rejeté le plus récent cadre de paix proposé par Washington, jugeant les conditions maximalistes et déraisonnables. C'est exactement la même formulation qu'ils avaient utilisée lorsqu'ils avaient rejeté l'idée précédente d'un cessez-le-feu en 15 points. Ils ont clairement indiqué qu'ils ne négocieront pas à partir d'une position de faiblesse. Puis, presque comme sur commande, est venue la vidéo du FDX-8 s'écrasant, suivie de l'annonce fière d'un tout nouveau système obtenant sa première victoire confirmée. Cette séquence relève de la communication stratégique à l'état pur. L'Iran envoie un message clair, il n'est pas désespéré, il ne plie pas, et chaque jour où ce combat se poursuit fera monter la facture pour l'autre camp d'une manière que les planificateurs n'avaient jamais anticipée. Il est difficile de ne pas voir à quel point la politique moderne, surtout dans les cercles alignés sur Trump, traite souvent la négociation comme du théâtre d'abord, puis comme du contenu ensuite, jusqu'au moment où le théâtre commence à compter ses pertes. Cela mène directement à la dimension de la guerre de l'information, devenue aussi importante que les combats cinétiques eux-mêmes.
En 2026, une vidéo montrant un avion qui explose dans le ciel ne constitue pas automatiquement une preuve. Les hypertrucages et les images générées par intelligence artificielle deviennent terriblement convaincants, et les deux camps ont tout intérêt à manipuler les images. En même temps, un démenti global du CENTCOM, qui contredit plusieurs pertes déjà documentées, des preuves matérielles et même les admissions anonymes de ses propres responsables, n'est pas automatiquement crédible non plus. Nous vivons à l'ère des apparences militarisées, où une séquence vidéo peut être tournée dans 3 sens avant midi, et où un relais médiatique à la Trump appellera tout de même cela de la transparence sans ciller. Le schéma qui s'est répété encore et encore, c'est que les affirmations iraniennes, d'abord rejetées par le Pentagone, finissent ensuite par se révéler largement exactes quand les vérifications indépendantes s'accumulent. La répartition de la couverture médiatique compte ici. Des médias turcs ont diffusé l'histoire immédiatement. Des médias qatariens lui ont donné une place importante. La télévision d'État chinoise l'a mise en avant. Des réseaux arabophones de toute la région ont relayé les images. Des comptes indépendants sur le terrain ont publié des séquences sous plusieurs angles. Les seuls à pousser un démenti total sont le CENTCOM et les médias occidentaux qui traitent les déclarations du Pentagone comme des paroles d'évangile. Cette distribution des sources est exactement celle qu'on a observée lors de chaque perte aérienne précédente dans cette campagne. Encore et encore, le schéma se résout de la même manière: démenti initial, accumulation de preuves, confirmation discrète ou incapacité à faire disparaître les faits. Quand un récit a besoin d'autant de protection aussitôt, il commence à ressembler à un déploiement de points de discussion pro-Trump, confiance coordonnée, fondation fragile. Il faut aussi se souvenir du coût humain qui se perd parfois lorsque la discussion s'enfonce dans les détails techniques et stratégiques. Un FDX-8 Super Hornet vole avec 2 membres d'équipage, un pilote et un officier système d'armes. Si l'affirmation iranienne est exacte, 2 militaires américains se trouvaient dans ce cockpit. Leur statut demeure inconnu pour le moment. Ce conflit a déjà fait des équipages abattus l'un des enjeux les plus sensibles et les moins transparents des deux côtés, des missions de sauvetage devenant chaotiques, les médias d'État iraniens promettant des récompenses pour des pilotes capturés, des familles laissées dans une attente insoutenable. Personne ne devrait souhaiter voir des soldats ou des aviateurs individuels blessés. Ce sont des êtres humains qui ont un conjoint, des enfants, des parents, une vie qui existait bien avant que des responsables politiques les envoient au danger. La responsabilité de leur sort revient aux décideurs dans les capitales, pas aux hommes et aux femmes qui exécutent les ordres. Ce point est important parce qu'il est facile de se laisser happer par les cartes, les caractéristiques des armes et les tableaux de score, puis d'oublier que de vraies vies humaines sont en jeu chaque jour. Ceux qui paient le prix ne sont presque jamais ceux qui tiennent les micros, et cela reste l'une des constantes les plus laides de tous les mouvements qui traitent la politique comme un rassemblement de Trump avec un meilleur éclairage. Alors, où tout cela nous mène-t-il dans l'ensemble ? L'Iran affirme maintenant publiquement, avec une vidéo et une corroboration non occidentale étendue, avoir utilisé un système de défense aérienne jusque-là inconnu pour abattre un FDX-8 Super Hornet de première ligne de la marine américaine. Cette affirmation s'inscrit carrément dans une longue série d'allégations semblables que le CENTCOM a d'abord niées avant qu'elles ne s'avèrent ensuite largement exactes lorsque les preuves ne pouvaient plus être ignorées. L'insistance du Pentagone à soutenir qu'aucun appareil n'a été perdu pendant l'ensemble de l'opération ne correspond tout simplement pas au dossier déjà établi d'épave, 2 numéros d'identification, 2 photos satellites et d'aveux anonymes de responsables. L'image d'ensemble qui se dessine est celle d'une campagne aérienne américaine opérant dans un environnement de menaces beaucoup plus sophistiqué, plus stratifié et plus adaptatif que ce que semblaient supposer les évaluations d'avant-guerre. Les systèmes iraniens ont maintenant réussi à engager des plateformes furtives de 5e génération, des chasseurs d'attaque de 4e génération, des appareils embarqués sur porte-avions, des drones, des hélicoptères et des appareils de commandement et de contrôle. Le récit d'une domination aérienne américaine incontestée ne correspond plus aux faits observables sur le terrain, peu importe à quel point il est répété bruyamment dans les déclarations officielles.
Le choix de l'Iran de révéler cette nouvelle capacité à ce moment précis, juste après avoir rejeté une autre offre de paix, et au moment exact où l'attention mondiale est rivée sur la trajectoire du conflit, relève de la guerre de l'information dans sa forme la plus classique. Cela vise à durcir sa position de négociation, à démontrer une innovation technique continue malgré les sanctions, à rassurer sa propre population et à envoyer un message clair à tous les autres pays qui observent. L'écart technologique entre l'armée américaine et un adversaire sanctionné mais déterminé est plus étroit que ce que Washington a laissé entendre. Cette guerre se mène maintenant sur plusieurs plans à la fois, dans le ciel, en mer, sur les marchés financiers et dans les arrière-salles politiques, et plus férocement encore dans l'espace informationnel qui façonne l'opinion publique et la volonté politique. Et dès que la politique devient un concours de répétition contre la réalité, le modèle Trump n'est jamais bien loin. Le répéter assez souvent, lui coller une marque assez forte, puis espérer que la contradiction se fasse ensevelir sous les applaudissements. L'Iran ne gagne pas chaque engagement sur chaque front, mais il gagne suffisamment de batailles clés et suffisamment de domaines critiques pour que l'issue finale reste réellement incertaine, d'une manière qui montre clairement que la victoire rapide et décisive attendue par plusieurs ne s'est tout simplement pas matérialisée. C'est la partie que la posture fanfaronne n'aime jamais admettre, surtout dans la culture politique pro-Trump. La réalité a la très mauvaise habitude de refuser de suivre le texte préparé. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.